Ok. Alors, on est parti. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va corriger donc les exercices qui relatent tout ce qui est lentille mince convergente. Donc on va surtout manipuler la formule de conjugaison. Et s'il nous reste du temps, on va continuer le cours sur la deuxième partie, qui est la formation et la détection des couleurs. Donc qu'est-ce que c'est qu'une synthèse additive, synthèse soustractive? Je pense qu'on arrivera à tout faire et ce serait bien qu'on avance en fait. Alors, je vous avais demandé de préparer des exercices en commençant par l'exercice 6, page 351. Alors, ici, c'était une manipulation de la formule de conjugaison, non pas pour retrouver la position de l'image ou même la position de l'objet, mais pour retrouver la distance focale d'une lentille. Donc ce qu'on vous demandait, c'est qu'on avait un objet réel qui est situé à 10 cm d'une lentille, son image réelle à 5 cm de la lentille. Donc le but déjà, c'est de traduire les données en expression mathématique. Donc on vous dit déjà qu'un objet réel est situé à 10 cm d'une lentille. Donc si l'objet est réel, forcément il est à gauche de la lentille. Ce qui veut simplement vous dire que OA en grandeur algébrique va être égal à moins 10 cm. La deuxième indication, elle est sur l'image, où on vous dit que l'image se forme à 5 cm de la lentille, elle est réelle également. Une image, elle est réelle si elle se forme à droite de la lentille. Donc ce que l'on a, c'est que OA' est égal à 5,0 cm. La question était de trouver la distance focale de la lentille. Donc, calcule le F'. Donc, comme vous connaissez deux relations du point de vue des lentilles convergentes, c'est la formule de conjugaison et la formule de grandissement. Il n'y a que la formule de conjugaison qui va vous permettre de retrouver la focale, puisque la formule de grandissement, elle ne fait pas intervenir cette grandeur. Ce que l'on a, c'est qu'on a 1 sur OA' moins 1 sur OA est égal à 1 sur F'. Le but étant d'avoir une égalité F' égale. Alors, il y a deux solutions. Il y a la solution des flemmards, on dit juste que c'est 1 sur tout ça. Moi, j'aime pas. Je veux vous faire manipuler les équations mathématiques afin que vous progressiez dans ces compétences. Donc, ce que l'on va faire ici, première chose, on va additionner ces deux fractions. Pour additionner deux fractions qui n'ont pas le même dénominateur, on met sur un dénominateur commun. Donc, le dénominateur commun, ça va être le produit de OA' avec OA. Donc, ici, on va avoir OA moins OA' divisé par le produit OA', OA, ça, c'est égal à 1 sur F'. Et donc, pour avoir F', je n'ai plus qu'à inverser l'ensemble. On a donc F' qui va être égal à OA' multiplié par OA divisé par OA moins OA'. Voilà votre expression littérale. Et donc, on n'a plus qu'à faire l'application numérique. F' va être égal, donc OA' est égal à 5 cm. Donc pareil, tout est en centimètres. Je n'ai pas besoin de convertir en mètres. Mon résultat sera forcément en centimètres. Donc j'ai 5 multiplié par moins 10. Le nombre de chiffres significatifs, il fait donné comment? Oui, c'est comme ça. Divisé par moins 10 moins 5, qui nous fait F', qui nous fait du moins 50, divisé par moins 10 moins 5, moins 5. Alors, là, quand je fais moins 10 moins 5, c'est une soustraction. C'est la donnée la moins précise qui nous permet de savoir comment j'écris mon résultat. 10 est précis à l'unité,
5 est précis au dixième, donc la somme ou la différence des deux nombres sera précise à l'unité. Donc on n'a plus qu'à calculer ça. Moins 50 sur moins 15, ben moi je vais trouver 3,3 cm. Je vais quand même vérifier parce que j'ai un petit doute. Sauf si vous me dites que c'est ça. « 50 divisé par 15, 3,3 cm. » Ok. Est-ce que c'est bon pour cet exercice? Donc ça, résultat de la situation. Des questions? Apparemment, non. Donc rien de compliqué. C'est une expression, c'est une formule, la formule de conjugaison, bah, c'est pas comme d'habitude, où normalement c'est quelque chose de linéaire, là on a des inverses. Et vous voyez, pour la manipuler, c'est pas tellement compliqué au final. Ok, on va pouvoir passer au deuxième. Alors, deuxième exo, c'était le 12, page 351. Donc, j'efface juste le tableau, la partie gauche. Alors, exercice 12. C'était quoi? Faire un schéma. On réalise un dispositif avec une lentille convergente de distance focale 10 cm. On vous donne la position de l'objet, la position de l'image, la taille de l'objet, la taille de l'image, et faire un schéma qui représente la lentille, l'objet, son image, prendre pour échelle 1 cm sur le schéma qui correspond à 5 cm en réalité. Bien entendu, en fait, quand on vous demande de faire le schéma, c'est aussi de faire le tracé des rayons qui va avec. Donc, simplement ici pour vous apprendre à placer les points. Alors, on a notre échelle déjà, 1 cm sur feuille. Ça va représenter 5 cm en réel. Première chose. Ensuite, les indications. Bon, je les recopie même si elles sont données. La focale, elle ne va pas avoir tellement d'importance. Si pour placer les points, en fait, je prends photo. F' est égal à 10 cm. On a OA qui est égal à moins 20 cm. OA' qui est égal à 20 cm. AB moins 5 cm. Et A' est égal à 5 cm. Donc là, c'est surtout pour vous faire manipuler les grandeurs algébriques et l'orientation non pas vos vecteurs, mais de vos objets. Puisque les grandeurs algébriques, ça je sais que vous allez faire l'erreur quand on va reprendre les DS, vous allez me dessiner les vecteurs. Ce n'est pas tout pareil. Okay. Un vecteur donne une direction, une grandeur algébrique, c'est simplement un nombre qui peut être positif ou négatif. Alors, on va tracer notre axe. Première chose à faire, la critique. On le nomme delta. Alors, on réfléchit un petit peu pour savoir, en fonction de l'échelle, de quelle place on va avoir besoin pour faire nos schémas. Comme 1 cm sur la feuille, ça représente 5 cm en réel. L'objet est placé à moins 20 cm, c'est-à-dire que sur ma feuille, il va être placé à moins 4 cm de la lentille. Et l'image à 20 cm en réel, donc à 4 cm après ma lentille sur la feuille. Donc j'ai besoin d'un encombrement de minimum 8 cm. Donc autant prendre 10 cm. Alors, mes graduations, je vais les graduer en centimètres. Donc une graduation est égale à 1 cm. On est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
13, 14, je suis large. On avait dit simplement qu'on a besoin de 8 cm. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, je vais placer ma lentille ici. On appelle la lentille L, son centre optique O. Première chose à faire, placer les foyers objets et le foyer image. Donc la focale est de 10 cm. Ça c'est en réel. Donc 10 cm réel, ça correspond à 2 cm sur feuille. Donc ici, je vais avoir ma focale image. Et ici, je vais avoir ma focale objet. Ensuite, on place l'objet à moins 20 cm, c'est-à-dire à moins 4 cm sur la feuille. L'image sera plus 4 cm. Et ensuite, la taille de l'objet. Donc, c'est des 5 cm à chaque fois en réel. Ça vous fait 1 cm sur feuille de haut. Alors, petite erreur, pardon. On a AB qui est moins 5 cm. Donc, il est orienté vers le bas. Voilà le petit piège qu'il y avait là-dedans. B est ici. Et par contre, la prime B' est vers le haut. Voilà ce qu'on attendait. Alors, bien entendu, on va faire aussi les constructions des 3 rayons. Ça se fait direct. Hein. Le rayon qui n'est pas dévié, c'est celui qui passe par O. Ben, on voit bien hein, les deux points D et D' se relient l'un à l'autre en passant par le point O. On flèche les rayons. Le deuxième, c'est le rayon qui est pareil à l'axe optique. Par là. Hop, hop. Et qui ressort en passant par S'. Et vous voyez que si votre construction est correcte, il passe également par D'. Et on flèche. Et enfin, le dernier rayon, celui qui passe par S et qui ressort en B', parallèle à l'axe optique. Voilà ce qu'on vous demandait pour ce petit exercice. Simplement une construction. Alors, la seule différence, tu prends l'échelle que tu veux. Non, Erwan, tu ne prends pas l'échelle que tu veux. Puisque dans l'énoncé, c'est bien précisé, faire le schéma, prendre pour échelle 1 cm sur le schéma correspond à 5 cm en réalité. D'accord? Et ouais, quand l'échelle est précisée, il faut respecter l'échelle. D'accord? Et là, c'est bien précisé dans l'énoncé. Ouais, si tu prends un carreau, c'est pas 1 cm. Donc, ce serait faux. Voilà. Bien suivre les consignes. Ah ouais, mais bon. D'accord, donc faites gaffe. Si quand l'échelle n'est pas précisée, à vous de choisir l'échelle que vous voulez. Personnellement, moi je préfère vous laisser la liberté du choix de l'échelle. Ça vous permet aussi de réfléchir quelle est l'échelle la plus adaptée au schéma. Puisque si un jour vous faites des sciences à un niveau plus poussé, on ne va pas vous dire quelle est l'échelle que vous devez choisir. Ce sera à vous de pouvoir la considérer. La longueur de AC est AC, puisque AB aussi. AB est égal à moins 5 cm et A' à 5 cm. Donc, dans ce cas-là, elle a une importance. C'est quand AB n'est pas donné, quand vous n'avez pas de valeur qui est donnée, là, vous pouvez prendre ce que vous voulez. De rien. Voilà pour cet exo. Alors après, on avait fait le 23. Alors, le 23, pourquoi j'ai mis? Parce que ça, c'est quelque chose qui est récurrent dans les baccalauréats.
c'est la modélisation de l'œil. Donc, notre œil, en fait, on va simplement pouvoir le modéliser avec une lentille convergente et un écran, axe optique, etc. Par contre, je vais essayer de vous faire comprendre quelle est la grosse différence entre un œil et une lentille. Et après, on pourra aussi faire la différence avec un appareil photo. Parce qu'un appareil photo, au final, qu'est-ce que c'est? C'est une lentille qui projette une image sur des capteurs CCD, anciennement sur des films photographiques. Il y avait quand même une grosse différence entre lui. Du point de vue optique, je parle. Alors, exercice suivant, c'est donc le 23, page 354. Apparemment, vous avez donné 14 aussi, j'ai oublié. Il y avait le 14 aussi? Le 13, le 13. Bon, on le fait après le 13. Non, on le fait de suite. Pardon, je fais une bêtise. On fait le 13. Merci, 40. 13, page 351. D'accord. Désolé. Alors, où est l'objet? Alors, jusqu'à présent, tous les exercices que je vous ai fait faire qui manipulaient la formule de conjugaison, c'était pour trouver la position de l'image. On connaissait la focale, on connaissait la position de l'objet. Là, il y a eu le 6 qui était un petit peu particulier, on connaissait l'objet et l'image par position, et on trouvait la focale. Et le dernier cas qu'on n'a pas fait, en fait, c'est on connaît la focale de la lentille, on connaît la position de l'image, et on veut savoir où est positionné l'objet pour pouvoir obtenir cette image. Ça revient toujours au même. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Une lentille convergente de distance focale de 15 cm. Donc, F' égale 15 cm. Donne une image réelle d'un objet tel que OA', donc la position de l'image par rapport à la lentille en distance algébrique, OA' est égal à 20 cm. Donnez l'expression de OA. Donc, petit a, expression de OA, position de l'objet. Toujours pareil, point de départ, votre formule de conjugaison, puisque la formule de conjugaison vous donne un lien entre la position de l'objet et la position de l'image. Donc comme vous avez la position de l'image, grâce à la formule de conjugaison, vous allez pouvoir obtenir la position de l'objet. On a 1 sur OA'. Donc on a réécrit à chaque fois, s'il vous plaît, égal 1 sur F'. Là, on a connu, c'est l'objet, 1 sur OA. Alors, il y a un signe moins devant. Ça ne va pas être tellement gênant. Ce que je vais pouvoir écrire, je vais faire deux manipulations mathématiques en lien. Je vais pouvoir écrire que 1 sur OA en grandeur algébrique. Si je change le signe, il va y avoir un moins qui va apparaître et un moins qui va apparaître devant F'. Et donc, je vais passer moins 1 sur OA' de l'autre côté. Il va me donner 1 sur OA' moins 1 sur F'. D'accord? Ça, c'est l'expression pour l'inverse de la position de l'objet par rapport à la lentille. Encore une fois, j'ai une somme de deux fractions dont les dénominateurs sont différents. Donc, je dois mettre sur le même dénominateur. Attention ici, OA' 20 cm. Vous ne voyez pas? C'est clair, là, je vois bien sur l'écran. Alors, faire la somme de deux fractions, mettre sur le même dénominateur, on va donc avoir 1 sur OA égale. Dénominateur commun, ça va être OA' multiplié par
F'. La première fraction, je vais la multiplier par F'. J'ai un signe moins que je ne dis pas au A'. Là, je me retrouve avec l'expression, pardon, c'est pas celle-là, je vais encadrer. Parce que là, c'est l'inverse de OA'. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est OA. Alors, pour avoir ça, on n'a plus qu'inverser notre résultat. Et on va se retrouver avec, donc cette relation est équivalente à écrire que OA est égal à OA' multiplié par F' divisé par F' moins OA'. Et c'est ce résultat qui nous manque. Donc voilà l'expression de OA. Après, il faut sûrement faire l'application numérique et calculer sa valeur en centimètres. Donc petit 2, application numérique. Donc on a qu'à calculer ça. OA va être égal à OA' est à 20 cm, multiplié par F', 15 cm, divisé par 15, moins 20. Et quand on calcule, on trouve, donc 20 fois 15, ça nous fait 20 fois 15, 30, 300. 15 moins 20, ça me fait du moins 5. Okay. Et donc, moins 300, ça nous fait 305, ça me fait du moins 60. Moins 60 cm. Donc l'objet est placé à 60 cm de la lentille. Et parce que le moins cherche. On a inversé et travers. Ok. Ça va pour cet exemple? D'accord. Donc maintenant on passe à notre modélisation de delta. Alors, je vais vous montrer la modélisation de l'œil, mais ça va être difficile par webcam. Je vais voir si je peux le faire avec ça. J'arrive. Je sais pas si vous voyez. Ouais, à peu près. On va essayer de faire quelque chose avec ça. On rallonge. Comment ça se dit? Je pense pas que ce soit à cause du nombre de gens en fait. Enfin, si à cause du nombre de gens, mais sur l'ensemble. Une limite de science qu'il faut faire. Ils récupéreront le tour après. On peut pas faire mieux, hein, malheureusement. Alors.
Je vais éteindre la lumière de façon à ce qu'on voit un peu mieux et il faut que j'aille chercher les bonnes lentilles. Je vais tout mettre là, ça va être plus simple. Alors vous allez me dire si vous voyez. Ouais, c'est pas très bien. Donc je vais éteindre là-bas aussi, on va se mettre dans le noir. Voilà, c'est mieux. Ok. Donc ça tombe bien, c'est avec la minute de silence. Donc ici, on a un œil. Ok, tout bêtement. Et cet œil, alors on va placer les différentes lentilles. On dit 1, 3, il en manque une. Donc voilà comment fonctionne un œil au final. Vous avez la cornée qui est devant, le cristallin, c'est le cristallin qui joue le rôle de lentille, globe oculaire, et au fond la rétine. Et que fait le cristallin? Des rayons parallèles arrivent sur le cristallin et ils vont faire converger le rayon, tous les faisceaux lumineux, en un point sur la rétine. Donc, on doit avoir à chaque fois une possibilité de faire converger les rayons sur la rétine. Le problème, c'est que la taille du globe oculaire, elle est fixe, elle n'est pas variable. Et pourtant, si maintenant je change un peu la position de mes objets, etc., eh ben, les rayons vont converger un peu avant ou un peu après, en fonction de la position de l'image, de l'objet. Ben, à partir de la corrélation de conjugaison, on voit bien que l'image va se former à différents endroits. La seule méthode, en fait, pour que la focalisation se fasse toujours sur la rétine, ben, il faudrait simplement que le cristallin puisse changer sa focale. Ben, c'est exactement ce qu'il fait. On a des muscles ici qui vont étirer ou contracter le cristallin de façon à changer sa vergence, donc à changer sa focale. Et donc à faire en sorte que les rayons se croisent toujours au point focal, sur la rétine. Pardon. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe si on a un œil qui a un petit défaut? Alors, par exemple, un cristallin qui converge mais trop fort. C'est-à-dire, en fait, les rayons, ils vont croiser, mais avant la rétine. Donc, au final, ici, l'image qui va être formée sur la rétine est floue. Donc, on ne va pas avoir une bonne vision. Qu'est-ce qu'on fait? Dans ce cas-là, comme ça converge trop, on va placer une lentille divergente. En plaçant une lentille divergente avec la bonne correction, là, on arrive à changer la focalisation. Donc, c'est le principe des lentilles et des lunettes. On voit bien que la focalisation se refait de nouveau au niveau de la rétine. Et maintenant, on a le cas inverse. Donc ça, c'est le cas de la myopie. Les myopes, ils croient, le point de focalisation se fait avant la rétine. Et maintenant, on va être l'autre cas, pour les hypermétropes, où au contraire, là, le point de focalisation, il est en arrière de la lentille, de la rétine. Et donc, au final, pour corriger ce défaut, on va utiliser une autre lentille, convergente cette fois, qui va nous permettre de reconstruire l'image sur la rétine, avoir le croisement de tous les rayons sur la rétine. Ça, c'est le principe de l'œil. D'accord? On va faire allumer. Alors, qu'est-ce que c'est dit? Ouais, pas les insultes en plein cours, en plus, ce sera diffusé sur YouTube après, je vous le dis. Non. Alors, faisons la pour ça. Chiop. Donc c'est bien, on arrive à faire une petite manip, c'est juste pour vous montrer en fait comment ça fonctionne. Alors, on passe donc maintenant à l'exercice 23, page 354. Je peux l'écrire. Est-ce que je peux effacer tout le tableau, d'ailleurs?
non, c'est rien, ça va revenir. Moi, par contre, j'ai pas de retour caméra. Normalement, ça remarche. Ok. Je pas du tout. Bon, mais c'est bon. Walter White. Erwan, je te déteste. Ok. Allez, petit internet, c'est la pause. Il faut de temps en temps que je bouge la souris, sinon ça fait écran noir et ça bug, ça fait planter tout l'ordi. Alors, je disais donc, exercice 23, page 354. On est reparti, on est. Qu'est-ce qu'on se demande dans cet exemple? On cherche à modéliser un œil au laboratoire avec une simple lentille mince convergente de distance focale de 15 cm et avec un écran. Pour un objet situé à 37,5 cm de la lentille, une image nette se forme sur l'écran. Donc précisez quelles parties de l'œil réel sont modélisées par la lentille et par l'écran. Donc ça, c'est à connaître. Je vais vous donner une modélisation de l'œil assez classique. Je vais vous rajouter quand même quelque chose qui est important et qui n'est pas demandé ici, mais c'est bon à connaître. Alors, pour la modélisation, modélisation. Alors, on vous demande simplement ici par quelle partie de l'œil sont modélisées la lentille et l'écran. Donc la lentille, elle va représenter la lentille, représente ce que l'on appelle le cristallin. D'accord. L'écran, quant à lui, représente, au final, la rétine. Et donc, un œil, pour le modéliser, c'est simplement une lentille qui va faire le cristallin et un écran qui va faire la rétine. Alors, c'est un peu plus complexe que ça. Pourquoi? Parce que on a aussi la pupille. La pupille, c'est le petit orifice qui vous permet de laisser passer la lumière. Donc ça, on peut aussi le représenter d'un point de vue optique avec ce qu'on appelle un diaphragme. Et en fait, on n'a pas représenté la cornée. Et la cornée, pourtant, a son importance. Ça, on pourrait la représenter par ce qu'on appelle un dioptre. Mais au niveau de première, on assimile à la représentation la plus simple pour l'œil comme étant une lentille et un écran. C'est tout ce qu'on va avoir. Alors, à l'aide de la relation de conjugaison, déterminer le diamètre de cet œil ainsi modélisé. Alors, c'est sûr, le modèle que l'on a, si on a une distance focale de 15 cm, ça voudrait dire en fait que l'œil
a un diamètre de 15 cm, ce qui n'est pas réaliste. Mais c'est à une échelle plus grande. On a agrandi le modèle de l'œil. Donc, on va voir, en fonction de ce que l'on voit ici, quel est le diamètre de cet œil à partir de cette modélisation. Pareil. Donc, en petit 2, comment je nomme ça? Diamètre de l'œil, tout petit. Alors, c'est le diamètre de l'œil modélisé. De l'œil modélisé. On va rajouter le diamètre d'un œil, ça va pas être ce que l'on va trouver ici. Il va falloir appliquer un facteur d'échelle. Alors, on sait que dans notre modèle, on a une focale à 15 cm. On vous dit que votre objet est à 37,5 cm de la lentille, donc OA égale moins 37,5 cm. Et le diamètre de l'œil, en fait, il va correspondre à quoi? À la distance OA'. Ça va être là où va se former l'image. Le diamètre de l'œil correspond à la distance algébrique au A'. Et pour ça, comme on connaît la focale et qu'on connaît la position de l'objet, pour pouvoir retrouver la position de l'image, tout simplement on utilise la formule de conjugaison. 1 sur OA' moins 1 sur OA est égal à 1 sur F'. On remanipule cette équation de façon à isoler OA'. Donc ceci est équivalent à noter que 1 sur OA' est égal à 1 sur F' plus 1 sur OA. On met sur le même dénominateur. Vous voyez, toujours la même démonstration. Mais j'insiste à faire à chaque fois. Plus F' divisé par F' multiplié par OA. Et enfin, on inverse. Et donc, OA' est égal à F' OA divisé par OA plus F'. On a toute l'application numérique à faire. Et ce qui nous donne OA' égale F' 15 cm multiplié par OA moins 37,5 divisé par moins 37,5 plus 15. Et donc OA', on trouve que c'est du 25 cm. Et on souligne le résultat. Ok. Troisième question. Faire un schéma normalisé de la situation à l'échelle 1/5. Donc, qu'est-ce que ça veut dire l'échelle 1/5? C'est simplement que toutes les distances réelles sur la feuille vont être divisées par 5. Donc, par exemple, 25 cm, en réalité, sur la feuille, je le divise par 5, ça fait 5. Je représente par 5 cm. On y va. Alors, petit 3, schéma normalisé. Normalisé. Donc, notre règle, alors on réfléchit. On doit avoir celui-là, allez, à peu près 40 cm devant la lentille
40 divisé par 5, ça fait 8 cm. On a déjà besoin de 8 cm sur le côté gauche. Ensuite, l'image se forme à 25 cm, donc on a besoin encore de 5 cm à droite. On a besoin de 13 cm en tout. Alors, on y va. Alors, 13, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, c'est bon, ici, je peux la... Donc, mon axe optique. Delta. On gradue. Donc, en centimètres, puisque là, l'échelle est imposée. On a dit qu'on avait besoin pour l'image OA' 25 cm, donc de 5 cm de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais la laisser là. Déplacer ma lentille. Centre haut. A' est situé donc 1, 2, 3, 4, 5. Les focales sont données à 15 cm, donc ça nous fait du 15 cm, facteur 5, 3. Là on a F. Ok, on est bon. Et enfin A. Oh, A, on a dit qu'il était à moins 37,5. Alors, moins 37,5, on divise par 5. Ça nous fait quoi? C'est 7,5 cm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez. Alors, par contre, on ne peut pas dessiner la taille de l'objet, puisqu'on a mis la taille de l'image. On pourrait le faire. On pourrait faire la construction. On va essayer. Même si ce n'est pas exactement demandé. On va prendre un objet de taille quelconque et on va regarder quelle va être la taille de l'image. Donc, pour l'objet, je vais réfléchir un petit peu. Allez, je vais prendre 2 cm de haut. Et je trace, comme d'habitude, mes 3 rayons. Le rayon qui passe par B. Et par O, qui n'est pas dévié. Le rayon qui est parallèle à l'axe optique et qui ressort par F'. Sinon, le schéma est bon et il a l'air. Le point de croisement se fera au-dessus de la prise. Et pour être sûr, le troisième rayon qui passe par B et par F et qui ressort parallèle à l'axe optique ici. Et donc on a bien notre image qui est réelle, inversée et plus petite que notre objet. Le diamètre était F'. Alors, le diamètre c'est pas F'. Du coup, il est ovale. Alors, en fait, là c'est une situation particulière. Il est vrai que l'œil au repos, donc c'est une très très bonne question. L'œil au repos, son diamètre, ça devrait être la focale de votre cristal. Et normalement, c'est ça. Maintenant, là, on a une image qui a un objet qui a une certaine distance. Donc,
pour que l'image se forme sur la rétine, qu'est-ce qu'il faut que le cristallin fasse? Il faut qu'il change sa focale. Donc en fait, il va étirer ou contracter ses muscles, les muscles cilaires, on appelle ça ici, de façon à changer la focale, donc à rapprocher la focale, et cette fois-ci, que ça puisse aller sur, l'image puisse aller se former sur la rétine. Ouais, AB, j'ai pris 2 cm, là vous pouvez prendre ce que vous voulez. Alors ensuite, la validité. En fait, ce modèle, il est pas bon du tout. Mais bon, on va voir pourquoi. Donc, expliquez pourquoi dans l'œil réel, la relation de conjugaison donnée dans le cours n'est pas applicable pour déterminer la position ionique. En fait, cette modélisation, il manque quelque chose. Donc, je vais rajouter sur un schéma le fait que, ici, les rayons, ils se propagent dans quel milieu? Là, c'est le milieu, la lumière arrive dans notre œil en ayant traversé de l'air. Maintenant, une fois qu'ils ont traversé le cristallin, ils rentrent à l'intérieur du globe oculaire. Et dans le globe oculaire, il y a un liquide. Alors, je ne connais pas le nom. Mais c'est un liquide, justement, qui a un certain indice de réfraction. Et donc, où la lumière ne va pas se propager de la même façon que dans l'air. Et en fait, la relation de conjugaison telle que je vous l'ai donnée, elle est valable uniquement si le milieu incident, c'est-à-dire avant la lentille, est le même que le milieu émergent, c'est-à-dire après la lentille. Donc on a les deux mêmes indices. Et le cas de l'œil, ah non, on n'a pas les deux mêmes indices. Là, on a un indice de l'air qui vaut 1, et là, on a l'indice de l'humeur vitrée. C'est ça qu'on appelle. Okay. Alors, comment on va rédiger ça? La relation de conjugaison, n'est valable que si les deux milieux optiques, n'est valable que si les deux milieux optiques, donc de part et d'autre de la lentille, de part et on continue ici, de part et d'autre de la lentille sont identiques. Et ce n'est pas le cas. Pour un objet placé dans l'air. Pour un objet placé dans l'air. Et une image située au fond de l'œil. Donc de part et d'autre, ici, si vous voulez, on a notre cristallin. Là, on a l'air, et là, on a ce qu'on appelle l'humeur vitrée. Et donc, la séparation, comme on n'a pas les mêmes indices, la relation de conjugaison n'est pas valable. En fait, il faut rajouter l'indice de réfraction à un certain endroit dans notre formule de conjugaison. Pareil, ça, c'est du niveau supérieur, vous n'avez pas encore appris ça. Ok. Voilà pour l'exercice 22.
Et je vous avais donné encore le 27. Alors, il est où le 27? Quelle est cette lentille? Bon, vous avez des questions sur la modélisation de l'œil? Non. Non. Ok. Alors, exo suivant. Dernier exercice sur les lentilles. Donc le 27, quelle est cette lentille? 27 page 357. Alors, une lentille forme sur un écran l'image d'un objet de hauteur 10 mètres. Alors, AB égale 10 mètres. Ah, vous avez même 28 aussi. AB égale 10 mètres. Cet objet se trouve à 50 mètres de la lentille. Donc ça veut dire que OA égale moins 50 mètres. La taille de l'image obtenue de 1,11 mètres. Donc on a A', B', est égal à 1,11 mètres. Alors, juste un petit. Il manque une petite indication dans cet énoncé. Puisque l'objet est très à gauche de la lentille, moins 50 mètres, l'image se forme normalement après la lentille, et l'objet mesure 10 mètres, l'image est plus petite, mesure 1,11 mètres. On n'a que des lentilles convergentes, et donc comme c'est une lentille convergente, normalement l'objet est réel, placé bien avant le foyer objet, donc l'image doit être elle aussi réelle. Et dans ce cas-là, comment est l'image par rapport à l'objet? L'objet est dans ce sens, et l'image, on l'a bien vu, à chaque fois est inversée. Donc, il faut préciser le fait que A'B' va être moins 1,11 mètres si on veut pouvoir résoudre cet exercice. Donc faire gaffe à ça. D'accord? Bien rajouter le mot. À quelle distance du point focal se situe... Non, pardon. Déterminer la position de l'image par rapport à la lentille. Alors, position de l'image. Position de A', c'est-à-dire, on va calculer A'. Alors là, il faut réfléchir. Qu'est-ce qu'on cherche? Normalement, position de l'image, on pourrait la trouver parce qu'on connaît la position de l'objet. Mais il nous manque une indication. Si on veut utiliser la formule de conjugaison, ce serait la focale. Parce que on sait que on a 1 sur OA', alors je ne vais pas noter. Si vous ne notez pas ça, je vais les passer tout après. 1 sur OA' moins 1 sur OA égale 1 sur F'. Alors c'est sûr, nous on chercherait OA', on connaît OA, mais on n'a pas F'. Donc on a deux inconnus pour une seule équation, ça ne marche pas. Donc il faut le trouver autrement. Rien ne m'empêche de voir avec la formule de grandissement. Cette fois-ci, on va utiliser la formule de grandissement. Donc c'est moins classique comme exercice. Et voilà, c'est des choses qui peuvent tomber. Où on voulait que gamma, le grandissement, c'est égal à la taille de l'image divisée par la taille de l'objet. Et c'est égal au rapport des grandeurs algébriques de la position de l'image sur la position de l'objet. Voilà ce qu'on a. Et là, en fait, on a bien un système
une équation avec une seule inconnue, parce que A', B' on le connaît, AB on le connaît, OA' c'est ce qu'on cherche et OA on le connaît. Donc de là, en fait, on a juste à dire que OA', ça va être égal à A'B' sur AB, multiplié par la position de l'objet. Qui nous permet de directement trouver la position A'. Et de là, on pourra remonter à la focale de la lentille. Alors on y va. Là, on peut faire notre application numérique. On va avoir OA' qui est égal à A'B', c'est moins 1,11 divisé par AB, 10 multiplié par OA, c'est-à-dire moins 50. Donc on a OA' égale, alors moi quand j'ai calculé, 5,55 mètres. Donc là on est tout en mètres, donc le résultat est en mètres. Déterminer la distance focale de cette lentille. Donc petit 2, calcul. En fait, ça c'est comme le tout premier exo qu'on a fait aujourd'hui. On revient exactement au même. Pourquoi? Puisque maintenant, on connaît à la fois la position de l'objet, on vient de calculer la position de l'image. Donc grâce à la formule de conjugaison, on va pouvoir retrouver la focale de la lentille. En disant que 1 sur OA' moins 1 sur OA est égal à 1 sur F'. On met ça sur le même dénominateur, ça nous fait du OA, c'est équivalent à écrire OA moins OA' OA' multiplié par OA est égal à 1 sur F'. Et donc, que F' est égal à OA' multiplié par OA, le tout divisé par OA moins OA'. On n'a plus qu'à faire l'application numérique. Ça va pour le moment? Application numérique, on y va. Alors, on a F' qui va être égal, donc OA' 5,55. OA, il est égal à moins 50. Divisé par moins 50. Moins 5,55. Et donc ça nous fait que F' est égal à 5 mètres. Et enfin, il nous disait, troisième question, à quelle distance de la lentille doit être l'objet pour que l'écran soit à 2 mètres de la lentille? Donc là, c'est un autre petit calcul.
On change la position de l'écran. On veut une image qui se forme justement à 2 mètres. Ben, où est-ce qu'on va placer l'objet de façon à obtenir cette image pour OA' égale 2 mètres. Donc c'est un peu tous les exos qu'on vient de faire. Donc petit 3, calcul de OA. Donc cette fois-ci, c'est un calcul de OA pour une autre position de OA'. On revient exactement comme avant. On repart de la formule de conjugaison 1 sur OA' moins 1 sur OA est égal à 1 sur F'. D'accord. On cherche cette fois-ci au A. Donc on va avoir 1 sur OA est égal à 1 sur OA' moins 1 sur F'. On met sur le même dénominateur. Ça nous fait du F' moins OA' sur OA' fois F'. Et donc au final, je me retrouve avec OA qui est égal à OA' fois F' divisé par F' moins OA'. On n'a plus que l'application numérique à faire, avec OA' qui est égal à 2 mètres. Donc on a OA, ça va nous faire 2,00 fois la distance focale qu'on a trouvée, 5, divisé par 5, et moins 2. Et ça nous donne OA 10 divisé par 3, 3,33. Et qu'est-ce qu'on peut dire sur cet objet? Il y en a deux, ils ont pété un câble. Bon bref, si OA est égal à 3,33 mètres, qu'est-ce que ça veut dire sur sa nature? Ici, OA est positif, donc l'objet est virtuel. Pour pouvoir obtenir une image réelle à 2 mètres de l'écran, il faut absolument avoir un objet virtuel. Chose qui est très difficile à obtenir. On peut l'obtenir, mais il faut un autre système optique avant. Le 28, je ne vais pas le corriger maintenant. Ce que je voudrais faire, c'est finir le cours, de façon à ce qu'ensuite on puisse terminer tout ce qu'on a vu sur ce chapitre. Et enfin, je ne sais pas si je vais pouvoir vous faire un TP avec synthèse additive ou pas. On verra ça lundi, de toute façon. Je vais voir comment on va pouvoir faire. Ok, alors. Ah, il y a peut-être ça à faire. Je vais aller dans le bouquin. Ouais, très très bien. Ok, je vais vous dire quelque chose à faire ensuite. Ouais, le groupe, c'était beaucoup plus simple pour l'organisation. Parce que le lycée, j'y ai accès que de 9h à 15h, et donc tous les jours, je ne peux pas classer toutes mes classes. Alors que si j'arrive à condenser les deux groupes en un, ça me libère 4 heures dans la semaine de façon à pouvoir mettre toutes les autres classes. Alors, ouais, il y a quelque chose qui me plaît en fait. Vous allez, ça va être votre boulot pour lundi.
là, je peux effacer ça avant de commencer le cours. Donc pour lundi, je l'ai pas fait encore, mais ça a l'air pas mal du coup. Puisque c'est une activité que vous allez pouvoir faire du point de vue informatique, ça va faire lieu en fait de TP, tout bêtement. Vous allez pouvoir faire la partie B de la page 359. D'accord. Donc il y a une vidéo à visionner et il y a une activité sur la synthèse additive des couleurs, la trichromie, et vous réalisez l'activité. Les exercices, pas besoin. En fait, c'est vraiment juste la première partie, c'est faire les deux activités avec les animations qui vous sont proposées. Vous avez deux animations qui vous sont proposées sur la synthèse des couleurs et la couleur des objets. Donc ça fait partie des animations du livre scolaire. Donc vous y avez accès sans problème. Donc voilà, c'est faire ces deux activités telles qu'elles vous sont demandées. Okay. Donc c'est des activités expérimentales. Pas véritablement des expériences puisque vous êtes sur l'ordi, mais bon, c'est toujours ça. Et on les corrigera lundi. D'accord. Et là, moi justement, je vais faire la partie cours sur la personne d'une seule chose, c'est la trichromie. Pas grand chose. Il va juste falloir se souvenir d'une seule chose, c'est la trichromie. Est-ce que je peux effacer la partie gauche? Donc on reprend le cours. Et donc, dans le cours, c'est la partie grand 2, perception des couleurs. Alors, les objets ont une certaine couleur et on les perçoit chacun différemment. On va comprendre pourquoi. Je pense que vous avez déjà entendu parler du daltonisme. Donc, pourquoi certaines personnes ne voient pas bien le rouge et le vert? Parce qu'elles ont des petits défauts de vision à cause d'un problème génétique sur ce qu'on appelle les bâtonnets et les cônes qui sont au fond de la rétine, sur la rétine, pardon, au fond de l'œil, et donc qui gênent la synthèse additive. Donc la vision des couleurs, elle est basée justement sur cette notion de synthèse additive. Donc, petit 1, les visions des couleurs. Deux points, synthèse additive. Alors, l'œil humain, il est sensible en fait à trois couleurs au final. Le rouge, le vert et le bleu. C'est ce qu'on va appeler une vision trichromique ou trichromatique. Et grâce à ces trois couleurs, qui vont être donc des couleurs primaires, on va pouvoir reconstituer toutes les autres couleurs. Donc l'œil humain est sensible à trois couleurs. Le rouge, le vert et le bleu, ou le système RGB. C'est ce qu'on appelle la vision trichromatique. La vision trichromatique. Alors vous allez me dire, ouais, pourtant, on voit d'autres couleurs, comme le jaune. En fait, toutes les autres couleurs qui vont être perçues, elles vont s'obtenir, elles vont résulter de la synthèse additive de ces trois couleurs.
avec des composantes un peu différentes. On va mettre plus de bleu, un peu moins de rouge, et on va obtenir une certaine couleur. Donc la couleur perçue. Résulte de la synthèse additive des couleurs. Et là, on va dessiner le cercle de la synthèse additive. Donc, chose que vous devez connaître, et normalement, vous l'avez déjà vu. Donc, on va considérer les trois couleurs. Le cercle rouge, un cercle bleu et un cercle vert. D'accord. Donc on a le rouge, le vert et le bleu. Quand le rouge et le bleu se mélangent, on obtient ce qu'on appelle le magenta. Donc M pour magenta. Quand on mélange du bleu et du vert, on obtient le cyan. Et quand on mélange le rouge et le vert, on obtient du jaune. Donc ces trois couleurs constituent les couleurs secondaires. Donc RGB, couleur primaire, MCJ, couleur secondaire. Et quand on mélange tous les trois, on obtient du blanc. Donc l'ensemble de ces trois couleurs primaires forme du blanc. Vous vous souvenez peut-être de ce que vous avez vu en seconde, la décomposition de la lumière blanche nous donnait toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. On peut en fait simplement modéliser par rouge, vert et bleu. Une composante bleue, c'est la plus basse des spectres des longueurs d'onde. Ensuite, on a la composante verte, qui est donc plus haute longueur d'onde, on a le rouge. Ne prends pas. Ok. Deux couleurs sont dites. Ouais, ça je vais le noter. Deux couleurs sont dites complémentaires. Donc ça c'est un terme qui est important. La complémentarité. Deux couleurs sont dites complémentaires. Donc par exemple, on voit que le bleu, on va dire que c'est le complémentaire, le jaune est le complémentaire du bleu, que le magenta est le complémentaire du vert et que le cyan est le complémentaire du rouge. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Si on fait une superposition de rouge et de son complémentaire du cyan, on obtient du blanc. Pareil, le bleu, si on additionne au jaune, on obtient du blanc. Donc deux couleurs vont être dites complémentaires si leur superposition par synthèse additive forme du blanc. Voilà la définition des couleurs complémentaires. Donc, une couleur est complémentaire à une autre si la synthèse additive de ces deux couleurs forme du blanc. Alors, en fait, ça c'est la vision que l'on a des couleurs. Mais maintenant, pourquoi les objets ont une certaine couleur? Par exemple, je prends cette craie. Pourquoi est-ce que je la vois rouge? Avant de pouvoir rentrer dans le détail, il va falloir comprendre ce qui se passe. On va considérer comme tous les objets sont des sources secondaires de lumière. On a des sources primaires, la lumière qui est environnante. Cette lumière environnante va venir sur les objets. C'est de la lumière blanche.
cette lumière blanche, hein, il va se passer quelque chose. Il y a une partie de la lumière qui va être réfléchie sur l'objet. Une partie qui va être diffusée, on appelle ça. Une partie qui va être transmise, si l'objet est transparent. Et une partie qui va être absorbée. Donc, pour pouvoir comprendre ces couleurs des objets, on va devoir parler de ce qui se passe au point de vue de la matière. Alors, la couleur des objets, on va l'expliquer non pas par synthèse additive, mais par synthèse soustractive. Et on va commencer par la notion d'absorption, de transmission et de diffusion. Donc petit a, absorption, transmission et diffusion. Alors on va faire un petit schéma et on va regarder ce que peut faire un objet lorsqu'il y a de la lumière qui arrive dessus. Donc lorsque un objet reçoit de la lumière, lorsqu'un objet reçoit de la lumière, mais il peut faire trois choses différentes. Il peut, deux points. Soit l'absorber. Donc la lumière va être prise. Et d'ailleurs, ce qu'on a déjà vu en chimie avec la notion de la loi de Berlambert, ou pourquoi une solution est colorée, pourquoi une solution de sulfate de cuivre est bleue, parce qu'elle absorbe tout ce qui est jaune, le complémentaire. En enlevant la composante jaune de la lumière blanche, mais il ne reste que du bleu. D'où le fait que la solution de sulfate de cuivre soit bleue, parce que la composante jaune a été absorbée. Et en fait, la composante jaune, c'est la composante rouge et verte de la lumière. Donc, on pense l'absorber. L'absorber. D'accord. L'absorber, ça veut dire ne pas la renvoyer. Alors ça, ce sera le but un peu du prochain chapitre. On verra dans l'absorption au point de vue moléculaire. Il peut la transmettre. Alors ça, c'est pas tous les objets. C'est ce qui va caractériser la transparence d'un objet. Donc, c'est pour les objets uniquement transparents. Objets transparents. Ou alors, mais il peut ce qu'on appelle la diffusion. Alors, on verra qu'il existe plusieurs types de diffusion. On a des diffusions spéculaires. Ça, je ne vais pas trop en parler pour le moment. En fait, la diffusion, c'est faire quoi? C'est renvoyer la lumière dans toutes les directions possibles de l'espace. La renvoyer dans toutes les directions. La renvoyer dans toutes les directions. Et pour que vous compreniez, on va faire un schéma. Je fais juste la partie hausse. On va prendre un objet lumineux. Un objet quelconque. Pourquoi lumineux? Je ne sais pas ce que je dis. Il y a de la lumière blanche qui va arriver dessus. Ce qu'on appelle la lumière incidente. D'accord. Donc il va se passer plusieurs choses, soit de l'absorption, donc la lumière va être, si vous voulez,
C'est pas tout à fait vrai, hein, mais elle va rester piégée à l'intérieur de l'objet. Ou alors, la lumière, hein, c'est une partie qui traverse l'objet. Ça, c'est la transmission. Enfin, le dernier cas, c'est au contraire. Elle est réfléchie dans plein de directions possibles. Ça, c'est ce qu'on appelle la diffusion. Alors, la diffusion, c'est pas tout à fait de la réflexion, mais c'est un peu particulier. Les lois de Descartes ne s'appliquent pas directement pour la diffusion. Les lois de Descartes que vous avez vues en seconde, entre réfraction, réflexion. Ça, je ne vais pas m'en resservir cette année. Alors, pourquoi vous ne levez pas la main si vous voulez que je réponde aux questions? Alors, qu'est-ce que ça fait si on prend deux couleurs composantes entre, c'est-à-dire si on prend cyan et magenta? Cyan et magenta. Ça dépend. L'éclair, bah, forcément, tu prends du cyan et du magenta, tu le superposes, tu vas obtenir du blanc. Puisque le cyan est composé par le bleu et le vert, le magenta par le bleu et le rouge, donc tu te retrouves avec les trois couleurs en même temps, les trois couleurs primaires, donc forcément tu te retrouves avec du blanc. On va faire des exos. Et c'est très bien ce genre de questions. Il faut vraiment que vous posiez ce genre de questions, c'est exactement ça. Et il n'y a aucun calcul, ça va vous plaire. Alors, oui, il y aura plus de bleu, mais est-ce qu'on va le voir au final? Non, puisqu'on va avoir les trois composantes. Tu auras un blanc bleuté, si tu veux. D'accord, en fonction de l'intensité que tu mets dessus. On verra justement la simulation que vous avez à faire pour lundi, le petit TP là, c'est exactement là-dessus. Ça il faut. Alors, ça c'était la notion d'absorption, transmission et diffusion, qui va nous permettre maintenant de comprendre pourquoi un objet a une certaine couleur. Et donc avec le petit b, c'est la synthèse soustractive. Et la synthèse soustractive, elle est reliée au phénomène d'absorption, aussi de diffusion, mais c'est surtout d'absorption. Soustractive, ben, ça absorbe, ça enlève des couleurs du spectre de départ de notre lumière blanche. Donc ça va être égal à l'absorption par un objet d'une partie de la lumière reçue. Alors en fait, qu'est-ce qui se passe? Il y a des lumières colorées qui vont être retirées à la lumière qui arrive. Comment j'avais écrit? Des lumières colorées sont retirées à la lumière incidente. À la lumière incidente. C'est ce qu'on appelle un filtrage. Donc, on filtre une partie de la couleur de la lumière. Et pareil, ça, ce sera la deuxième partie de votre activité que vous devez faire pour lundi, où vous allez vraiment parler de filtrage. Donc, l'absorption correspond à la synthèse soustractive. Donc, si par exemple, j'ai un objet qui est jaune, pourquoi cet objet, je le vois jaune? Il y a de la lumière blanche qui arrive dessus. Elle me renvoie vers mes yeux les composantes du jaune. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est jaune? C'est du rouge et du vert. Donc en fait, cet objet est jaune parce qu'il a absorbé
le bleu. D'accord? Donc, un objet est du jaune parce qu'il a absorbé le bleu. Par synthèse soustractive sur notre spectre lumineux, on lui a enlevé ses composants bleus. C'est quoi la lumière ligne? Ils sont retirés à la lumière incidente. Filtrage. La lumière incidente, c'est la lumière qui arrive sur l'objet. Et on va terminer là-dessus. Petit c, la couleur perçue d'un objet. Couleur perçue d'un objet. Donc c'est exactement ce que je vous disais. La lumière qui arrive sur l'objet, par synthèse soustractive, à cause de l'absorption, elle va ne diffuser que ce qui n'a pas été absorbé. On considère que ce qui est transmis, ça reste pareil, on ne va pas trop s'intéresser à la transmission dans le cas de la couleur des objets. Et donc tout ce qui n'a pas été absorbé, on va considérer que ça aura été diffusé. Et donc les rayonnements diffusés contiennent tous les rayonnements de la lumière incidente, moins ceux qui ont été absorbés. Donc la couleur perçue d'un objet, la couleur perçue d'un objet et la couleur de la lumière qui diffuse. Et la couleur, j'arrive, la couleur de la lumière qui diffuse. Alors, qui est-ce? Il y a quelqu'un qui a levé la main? Ah, il y en a encore aussi. C'est pour ça, c'est Léna, tous les coups. Monsieur, je me trouve dans l'impossibilité de déchiffrer votre C. Couleur perçue d'un objet. J'aurais écrit. C'est couleur perçue d'un objet. Ah, mieux là? Ouais, c'est pas très clair. Je vais pas l'écran. Ok. Et ceci termine tout le cours, tout le chapitre que l'on devait faire. Donc le chapitre 2 de notre thématique 4. Alors je ne sais pas ce qu'on va faire après. De toute façon, là on va faire les activités expérimentales. Ensuite, on va faire les exercices associés. Je vais sûrement vous envoyer un quiz obligatoire à faire sur Cuisinière, cette fois-ci qui va être et avec pas sans erreur et tout. Et sur lequel vous allez pouvoir justement être évalué. Mais ça va être un quiz, donc je trouve pas ça très très représentatif. Maintenant, ça me permet juste de voir si vous avez suivi l'essentiel. Par contre, prenez le temps. Il y a le droit qu'il y ait un test, une erreur. Vous pourrez le faire quand vous voulez. Maintenant, il ne faut pas vous planter. Okay. Pour toi, oui. Enfin. Mais non, là j'essayais juste de voir si ça fonctionnait et tout. Je découvre comme vous des nouvelles applis, j'essaie de faire fonctionner au mieux, donc je teste plein de trucs. D'accord. Et ça apparemment ça a bien fonctionné, donc le prochain on va se mettre à fond. On peut avoir les notes du premier. Ouais, bah écoute, déjà il faut que tout le monde y réponde déjà. Ouais, moi aussi. Bon, sur ce, donc vous préparez ces deux petites activités pour lundi. Et voilà, on se retrouve lundi, même heure, même endroit, toujours confiné. Est-ce que vous avez des questions d'ordre général pour le cours, avant que je lance le cours de seconde? Bon. Alors pareil, je vais mettre ce cours directement, il faut d'abord qu'il charge, etc. Donc je vais arrêter la vidéo.
Et il faut que je transforme cette vidéo de façon à pouvoir ensuite l'exporter sur YouTube, et je vous enverrai pareil le lien pour retrouver la vidéo. Voilà, voilà. Si pour le dernier exo. Ah, dernier exo. Vas-y, Inès. Oui. Parce que tu as ton taille de l'image obtenue. Une lentille forme sur un écran l'image d'un objet. Donc ça veut dire que si tu as ton objet qui est réel, ce qui est le cas ici, qui se trouve à 50 mètres de la lentille, tu formes aussi une image sur un écran, donc l'image est réelle également. Et donc forcément, quand tu as une lentille convergente, si ton objet et ton image sont réels tous les deux, eh ben, ils sont inversés l'un par rapport à l'autre. Donc tu mets ton objet droit, forcément tu dois mettre ton image inversée, d'où le moins 1,11. Nickel. Et si on a le temps, on corrigera lundi le 28 aussi. Et si vous voulez en faire d'autres, on en fait d'autres, il n'y a aucun souci. Le net de Kepler, c'est un petit peu chaud, mais wow, on va voir ce que je fais. On verra après tout ça. Déjà, on fait l'essentiel. Voilà, ben écoutez, on se retrouve lundi. J'arrête l'enregistrement et on se revoit lundi.